Catherine Embry-Bernet, bonjour. Bonjour. Françoise Belloncle, bonjour. Alors Bonjour, nous Isabelle. sommes réunis toutes les trois au Monte Cristo, au bar Le Monte Cristo, pour le deuxième Bistroculture de cette saison. Le premier était réuni autour de la nouvelle directrice du Volcan, Camille Barneau. Et là, nous nous réunissons pour échanger sur les spectacles que nous avons vus, notamment par exemple à l'Opéra de Rouen. Ça faisait partie des bons plans de notre association, l'opéra de Benjamin Britten, Songe d'une nuit d'été. Alors je crois que nous avons tous été toutes émerveillés par cet opéra. Oui, mais principalement par la mise en scène, par le décor, par les costumes, les couleurs, c'était fabuleux. C'est vrai que dès le lever de rideau, on a été absolument enchantés, presque étonnés, au sens fort, par cette vision d'une, on va dire quoi, d'une forêt qui a été remplacée par un lit immense, avec deux immenses oreillers et des couleurs. Alors les couleurs, je crois que Françoise, tu peux en parler, parce qu'elles étaient Les couleurs étaient stupéfiantes. absolument fabuleuses, avec des harmonies de vert, de violet, qui ne sont pas des couleurs habituelles, ni des harmonies habituelles, et que de plus on va retrouver pendant pratiquement toute la pièce. Oui, c'est vrai. Et le blanc des oreillers. Le blanc des oreilles, bien Oui, sûr. oui, oui. Et des draps Et des draps. et des draps. Et au départ, de deux personnages. Oui, oui, oui. Qui Oberon peu à et peu se Tatiana, retrouvent tachés de vert c'est ça. au fur et à mesure de la pièce. Oui. Alors, Oberon est quand même vêtu de vert. Lui, oui. Un vert pétant. Oui. Alors ça, c'est le monde des fées. Parce qu'après, nous avons le monde des Athéniens, avec des jeux d'amour, on va dire, de l'amour fou, l'amour... L'amour est une folie, quand je dis l'amour fou. Hein. C'est ce que voulaient prouver Shakespeare et Benjamin Britten. Et le troisième monde, c'était celui très drôle, très humoristique des artisans. Alors, peut-être on peut citer aussi le chœur des enfants. Oui, le chœur des enfants que l'on retrouve d'emblée avec la première apparition de ces petits elfes bondissants, s'éparpillant dans tous les sens. Il y en a même un qui a trébuché, qui s'est cassé la figure. Oui. Mais c'était absolument merveilleux et on les revoit pendant tout l'opéra. Donc une vingtaine de petits garçons anglais. Oui. Et on se rappelle plus du nom du chœur, mais c'était des petits garçons anglais. Et C'est d'ailleurs, ça. il y avait, quand on est parti, énormément de voitures anglaises. Alors je sais pas si c'était les parents qui les avaient amenés ou si c'était qu'il y avait un grand nombre de gens dans le public qui étaient des anglais. Je Oui, sais pas. le public était très varié, il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Oui, oui, oui. Mais comme tu le dis, c'est aussi quelque chose qui a été fait par Britten dans cet esprit-là. Oui, il avait envie, je crois, de faire un opéra accessible aux enfants. Ce qui est le cas. Ouais, ce qui est le cas, Ouais. tout à fait, Ouais. tout à fait. Oui, alors est-ce qu'on peut en parler davantage? Est-ce que on peut peut-être insister sur Puck, Le bondissant. le bondissant? Le bondissant, celui qui met le bazar partout en fait, qui fait des erreurs, qui essaie de les corriger, donc il fait encore plus d'erreurs et en fait il donne de la dynamique et de la fantaisie à tous ces mondes un peu différents, il les Étanches. relie, et puis alors il est d'une agilité extraordinaire, on frémit à chaque fois qu'il saute, on se demande s'il va se casser la figure. Il fait des sauts périlleux. Il est absolument, Oui. c'est un personnage central finalement, qui C'est relie ça. absolument tous les autres. Exactement. Et qui Ouais. est le seul qui n'est pas chanteur. Oui, Voilà. tout à C'est fait. vraiment le comédien. Tout à Mais fait. à part ça, ça fait vraiment penser au personnage de Papageno. Oui, Avec le côté C'est vrai. comme ça, Ouais. ou Scapin, enfin oui, oui, voilà. le personnage qui vient tout faire alors qu'il est normalement un petit de la société. Oui, 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 oui. Alors, comme on parle musique, on peut peut-être passer à un spectacle que tu as vu, Françoise, de Clara Askill, avec Laetitia Casta au Voilà. Volcan. Donc il s'agit de Clara Askill, Prélude et Fugue. Et en fait, je suis allée voir ce spectacle, j'avais en fait trois envies. Oui, Découvrir la vie de Clara Askill, qui est une pianiste virtuose roumaine, qui a une vie quand même très compliquée, difficile. Découvrir Laetitia Casta,
C'est quand même une fille assez extraordinaire, d'une beauté naturelle, et qui commence comme cover girl et qui maintenant a fait du cinéma, du théâtre et qui maintenant a des capacités pour jouer seule en scène. Le texte de Serge Cribus, qui lui a mis des paroles sur toute cette vie, et la mise en scène de Safi Nebou. Donc moi, je venais avec l'envie de découvrir ces 4 aspects-là, et j'ai en fait découvert quelque chose de supplémentaire. J'ai découvert Isilde Bengi, qui est une pianiste turco-belge absolument extraordinaire. Et il est à noter que il y avait un mimétisme et une ressemblance sidérante lorsqu'on voyait de dos Laetitia Casta et de dos Isilde Bengi, avec leurs traces, avec leurs silhouettes, elles se répondaient complètement. Donc c'était un spectacle complet? C'était un Musical spectacle absolument complet, avec une mise en scène d'une sobriété, puisqu'il n'y avait pratiquement pas d'accessoires sur la scène, excepté un piano, un petit piano, une chaise, une petite chaise. Oui. Et au milieu de tout ça, Laetitia Casta incarne le déroulement de la vie de Clara Askill, alors du prélude, c'est-à-dire l'enfance, jusqu'à la fugue, qui est en fait la mort de Clara Askill. Et d'ailleurs, toutes les voix. En faisant toutes les voix. C'est un rôle absolument choral. Et elle interprète... C'est risqué. Oui, c'est très risqué, mais elle est capable d'aller dans les aigus de l'enfance et dans les graves de la maturité. Et tout ça avec une aisance absolument déconcertante, puisque au fur et à mesure du texte, les personnages et les voix s'en mêlent, et si bien que elle éveille continuellement notre curiosité, parce que par moments on est un peu perdu, et s'il n'y avait pas ces changements de ton et ces changements de voix, on pourrait être un peu, perdu dans cette vie complètement intense, dispersée. Elle a vécu des choses absolument difficiles, elle a eu du mal à se faire reconnaître. Oui, surtout que la place des femmes peut-être dans la musique, en musique classique en particulier, n'est pas absolument reconnue encore maintenant. Avec difficulté, quand on sait qu'en France, il n'y a que 4% de femmes qui sont chefs d'orchestre, par exemple. Et oui, ça c'est vraiment à regretter. Oui. Effectivement. Et Clara Schumann, qui a tellement écrit, a eu du mal aussi à être reconnue. Et ce que l'on peut dire d'ailleurs par rapport à la musique, c'est que la volonté de l'auteur, c'était à travers la musique de faire exprimer des mots et des sentiments que les mots ne suffisaient pas à exprimer. Oui. Donc il y a sans cesse cette relation entre la musicienne, la comédienne. Alors j'ai oublié de parler, et pourtant, mais c'est tellement évident, elle est d'une beauté, d'une grâce époustouflante, d'une élégance. Elle avait une robe Saint-Laurent, avec une petite colle en dentelle, des chaussures qui étaient de l'époque avec des petits talons bobines, et elle évolue avec une grâce et un naturel extraordinaire. Ah oui, donc elle a bien réussi. Complètement, c'était... ce spectacle. Oui, ça a comblé absolument toutes mes attentes, si ce n'est plus. Et si je me trompe, c'était un spectacle du goût des autres. Oui. Ça appartenait à ça. Voilà, oui. Alors, on a entendu aussi dans un autre style Manu Katché. On pourrait peut-être en parler un peu, parce que alors là, c'est pas du tout la même chose. On aurait dit du jazz autrefois, mais apparemment, peut-être il a un tout petit peu changé grâce à une complicité qu'il a eue avec un pianiste, un claviériste. Avec un claviériste qui s'appelle Elvin Galland. Oui, alors ça, c'est une des choses qui, moi, m'a beaucoup plu hier. C'était ce côté
où un homme dont je ne sais même pas l'âge, peut-être 70 ans, j'en sais rien, et 3 jeunes, 68. 68, Voilà. et 3 jeunes, et on voit le lien entre ces 4 personnes, on voit le grand respect qu'ils ont pour lui, mais aussi l'affect. Enfin, c'est super. C'est un Et moment lui fabuleux. aussi. Ah oui, oui. Un respect oui, réciproque. oui. Un respect et oui, une oui, affection oui. réciproque. Le côté faire passer des choses Voilà. et passer peut-être du jazz au pop rock grâce à ces nouveaux intervenants qui sont et sur le disque et en scène, et C'est ce ça. dont il a souligné que c'était assez rare, parce qu'effectivement souvent on enregistre et puis après on a d'autres personnages, d'autres personnes qui sont là en scène avec lui. Oui. Non, c'était super. Oui, oui. C'était Oui, super. oui. Alors il faut dire évidemment que c'est un percussionniste virtuose qui nous a offert un solo époustouflant, Ouais. toujours aussi Ouais. rapide, aussi puissant, aussi... Non, mais de toute façon, on dit que Manu Katché a un coup de baguette qui est reconnaissable par tous les mélomanes avertis. Il a Oui, un coup de voilà. baguette particulier. C'est ça. Et à chaque fois, son registre était un peu différent, puisque Isabelle, tu parlais Oui. d'un autre solo que tu avais entendu. Et, Il y a quelques années au Volcan. voilà, c'était et qui te semblait peut-être plus virtuose, plus émouvant. plus émouvant. Oui. Voilà. Et alors que celui-là, il était vraiment le reflet de cette musique où on a de nouveaux supports avec l'électroacoustique, etc. Ah, il c'est était vrai. tout à fait dans le lien du disque. Oui. Il y avait aussi de la vidéo, il faut dire, Ouais. qu'il avait ajouté pour peut-être nous montrer des musiciens, des chanteurs en particulier, avec qui il avait travaillé. Oui, c'était des musiciens et un chanteur sénégalais. Oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que Oui, c'était beau. Ouais, c'était magnifique. C'était très beau. Et Oui. cette intervention aussi, qui est un peu osée finalement, mais qui est rendue possible maintenant avec toute la magie de la technologie. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une voix comme la voix de cette chanteuse américaine qui accompagne un des derniers morceaux, Oui. et accompagnée vraiment en direct sur la scène par les musiciens. Il y a aussi Oui. de la performance technique C'est vrai. qui est remarquable. Oui, et moi j'ai beaucoup apprécié qu'ils viennent parler au public, qu'ils viennent évidemment nous remercier, mais ça c'est un peu normal. Enfin normal non, tout le monde ne le fait pas, mais du moins pour nous présenter à plusieurs reprises ces musiciens, pour nous expliquer comment il avait travaillé, ça c'était vraiment appréciable. Parce qu'on peut être mélomane sans être évidemment spécialiste, donc c'était précieux qu'ils viennent même nous faire chanter, parce qu'il a fait chanter les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. D'ailleurs, les femmes ont chanté beaucoup plus que les hommes. C'est normal, c'est normal. C'est Oui, toujours il comme disait ça. aux hommes un peu plus fort, un peu plus fort. Il essayait de les stimuler. Mais quand tu dis les remerciements qu'il donne à la salle, on est dans l'après-Covid et je pense qu'on entend encore, en plus avec les difficultés vis-à-vis du prix de l'énergie, les salles, comment elles peuvent continuer à bosser, etc. C'est dire à un moment donné, merci d'être là, sans vous on n'est rien. Et Exactement. ça c'était un Il bon l'a moment. dit. Enfin, c'était Ah, très magnifique. bon, c'est juste, Oui. mais peu le disent. Voilà. Surtout qu'au début, même en disant bonjour, il a dit mais la salle est comble. Oui. Et il était très ému. Oui. Ah, nous aussi on était Ouais, contents. c'était bien. Oui, c'est vrai. Alors on peut peut-être passer au studio parce qu'on a vu plusieurs films peut-être intéressants. Catherine, tu fréquentes beaucoup le studio, ce petit cinéma patrimonial que nous avons la chance d'avoir au Havre. Oui, ce petit cinéma patrimonial qui nous a donné ces derniers temps Nos années sauvages, un film de Wong Kar-wai Oui, avec des cadrages absolument incroyables. oui, Ça se passe à Hong Kong, dans des lieux qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est pas tellement ça, c'est la façon dont on est resserré autour des personnages qui est vraiment assez fabuleuse. River of Grass, qui est passé de Kelly Reichardt, et Kelly Reichardt, il y avait aussi First Cow qui passait, First Cow étant son dernier film et River of Grass étant son premier, donc c'était intéressant de voir l'évolution, ou pas évolution, mais la façon de travailler de cette femme. Le premier film, il est de 94 et c'est un film d'1h15, il est pas très long,
il s'y passe pratiquement rien. Mais ça dit beaucoup sur l'Amérique des années 90, vacante, ne sachant pas quoi faire, n'ayant pas forcément comment dire, une vie qui lui plaise, hein, et n'ayant pas non plus une vie bien, entre guillemets, sous tout rapport. Je veux dire, par exemple, le personnage principal de River Glass, c'est une mère, elle a 2 enfants, mais en fait, elle s'ennuie avec ses enfants. Elle ne sait pas s'occuper de ses enfants. Il y a un policier, mais le policier, il perd son revolver. Enfin, voilà, c'est que des gens qui sont dans des moments... voilà, de ratage. Ou de rien, une vie de rien. C'est ça. Oui. Et alors dans First Cow, je voudrais revenir sur ce film, parce que c'est vrai qu'au studio, on a eu la chance aussi de pouvoir débattre du film avec une spécialiste de Kelly Reichardt, mais je crois que c'est un film qui fait du bien, parce que c'est un film anti-héros, anti-mythologie, anti-conquête entre guillemets de l'Ouest, puisqu'elle présente des êtres au plus près. C'est vrai que c'est filmé souvent en plan rapproché, on est loin des grands panoramiques des cow-boys, des westerns. L'ambiance est assez sombre aussi. L'ambiance est sombre, et alors la violence quand même, moi j'ai trouvé assez marquante, violence de la précarité de ces êtres qui sont partis, qui sont exilés et qui voudraient trouver leur place dans ce nouveau monde. Précarité, saleté, boue... Non, et puis violence entre les hommes aussi, chacun cherche un peu sa place. Donc j'étais assez touché par cette présentation des personnages, surtout que historiquement, je crois qu'elle rétablit une vérité tout bonnement. Ah bah je pense que c'est plus vrai que les westerns avec John Wayne. Exactement. Enfin, c'est peut-être pas plus près, mais c'est différent en tout cas, et puis c'est pas la même vision des choses. Oui, elle s'oppose à toutes les légendes qu'on a pu voir et qu'on a pu entendre, mais c'est vrai qu'aussi elle est très proche de la nature, très très proche. Par exemple, l'apparition du compagnon de celui du pâtissier, on va dire que le héros est un pâtissier, l'apparition à travers les branchages, les feuilles de la forêt, un peu comme un nouveau vendredi. Elle est belle comme tout, on devine seulement à ses yeux cet homme qui débarque tout nu parce qu'il a été volé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça nous fait un duo tout à fait attachant. De personnages qui vont chercher à gagner leur vie avec plus ou moins de bonheur. Ouais, mais c'est aussi, comment dire, au XXIe siècle, l'Amérique des années 1900 ou 1800, trouver le lieu où filmer. Oui. Alors qu'on n'est pas en studio. Dans l'Oregon. Oui. Donc c'est trouver des lieux qui restent encore des lieux vierges. C'est ça. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça aussi. C'est jamais retravailler, c'est travailler par rapport à des espaces qui continuent à être des espaces incroyables. Oui. Et puis le scénario est très habile aussi, parce que ça commence par une scène d'aujourd'hui, avec un fleuve qui est traversé par où circule un paquebot, un grand navire, bref, et une chercheuse de champignons qui, elle, par hasard, tombe sur 2 squelettes qu'elle découvre sous nos yeux, et ensuite c'est ce flashback, la reconstruction à partir d'une trouvaille archéologique, on va dire, la reconstruction de la vie de ces 2 personnages. J'ai trouvé que c'était très habile, ça. Oui. Et la violence de la mort de ces personnages n'est absolument pas filmée. Non, mais pas du tout. C'est là qu'on voit que c'est une cinéaste. C'est ça, exactement. Exactement, parce que la violence, en fait, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans des combats flamboyants, elle n'est pas dans des héros tonitruants. Non, c'est une vie de tous les jours, une vie petite peut-être, mais en même temps pleine de trouvailles, puisqu'il gagne sa vie en faisant des beignets qui régalent tout le monde. Oui, c'est redonner vie à des gens qui ont été les vrais gens de l'époque, des gens qui n'avaient pas forcément de capacité guerrière, qui étaient des gens qui arrivaient là pour gagner leur vie, pour vivre autrement, pour vivre mieux, pour fuir quelque chose, mais qui du coup étaient des petits gens en fait. C'était effectivement ça. Et comment vivre en tant que petits gens dans un endroit où il n'y a rien, où peu à peu les choses se construisent et où chacun veut avoir...
Non, mais c'est Ah oui, ça c'est c'est passionnant. une grande cinéaste de toutes petites choses. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres films dont on peut parler? mais oui, Studio, bien mais sûr. mais oui. Il y a Ange Rouge, alors qui vient d'être, c'est terminé, Oui. hein, mais c'est un film Oui. japonais de Masumura. Et donc c'est un film de 66, c'est un film complètement antimilitariste, ce qui est absolument extraordinaire à mon avis, parce que du côté japonais, c'est quand même pas fréquent. Et où on voit des choses graves pour les femmes, mais en fait cette femme elle gagne. Et ça c'est aussi pas très fréquent dans le cinéma ça japonais. fait du bien. Voilà. Oui. Sinon, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Cadavre exquis de Francesco Rossi avec Lino Ventura. C'est un film de 76 Oui. et Lino Ventura il est super et il est un des rares bons de cette société pourrie qu'est l'Italie des années 70. Et par contre, ce qui est fabuleux, absolument fabuleux, c'est les espaces qui sont filmés. C'est des espaces intérieurs de palais, des espaces intérieurs privés, des lieux que je connais. Je ne sais pas ce que c'est entre un lieu d'archives ou une bibliothèque, enfin, c'est des lieux mais merveilleusement beaux. Voilà. Rien que ça vaut la peine d'aller voir. Voilà. Oui, voilà. Et Donc, sinon, fréquentons le studio. Fréquentons le studio. Oui, voilà. Fréquentons le studio, le volcan. Pour l'Opéra de Rouen, nous n'avons pas trouvé d'autres spectacles à montrer cette année, mais nous verrons la prochaine saison. Bien que nous regrettions, hélas, le dernier discours de l'Opéra, annonçant qu'il est obligé de supprimer des spectacles à cause du prix, de l'inflation, de la hausse des prix, etc., et des difficultés à boucler le budget. Alors ça, c'est catastrophique, évidemment, et pour eux, et pour nous, spectateurs. Donc, on se rend compte à cette émission que nous sommes passionnés. Donc, rendez-vous au prochain Bistro Culture, c'est-à-dire le mois suivant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Viva sur scène, une émission de l'association Maison de la Culture du Havre, animée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Nous venons d'écouter un extrait de la musique du film de Kelly Reichardt, First Cow, par William Tyler. Cette fois-ci, nous avons rendu compte de notre Bistro Culture numéro 2. Rejoignez-nous, adhérez pour participer au Bistro Culture numéro 3. Vous pourrez ainsi partager avec nous vos expériences, vos témoignages de spectacles, de plaisirs artistiques de la saison. À bientôt, au revoir.